Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Pour cette premier podcast de la cellule. Saison 3. Oh yeah. On n'est pas à la saison 4 4. Je sais pas. C'est Ouais, le top retour de la vengeance. Ah, on voit les gens qui n'ont pas l'habitude d'être là l'habitude d'être là tout de suite. Ça devient de l'amateurisme là. Non les gars. Non mais Thomas, vous êtes à la cellule, faut être pro. Non mais on est pro jusqu'au moment où quelqu'un nous contredit. Tant que tu nous contredis pas, on a raison parce qu'on le dit. Donc jusque là, ça faisait style. On a piraté le podcast à Romaric tout gentiment. Mais pour le coup, aujourd'hui, on se débrouille tout seul comme des grands. Ah bah oui, c'est ça, parce que là, évidemment, il y a des gens qui sont revenus des vacances et il y en a d'autres qui sont restés. Exactement. Qui ont eu la chance de rester, c'est dégueulasse. Romaric est dans son tournoi de ping-pong là. Ouais, exactement. Du coup, il peut pas être là aujourd'hui. À Vladivostok. Donc, on sait pas. Nous sommes pas encore présentés, mais évidemment, vous avez vu l'amateurisme de suite quand il manque le patron, mais c'est normal. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va se calmer à partir. Donc, la première chose qu'on va vous dire, c'est bonne rentrée. Bonne rentrée. C'est vrai. Alors, le retour des bouchons, du travail, mais c'est pas grave, la cellule est là pour égayer votre journée. De la lassitude. Ah là, il faut pas être complètement des négatif. podcasts. Bon, allez, on va essayer de se recentrer un peu. Il y a pas d'animateur, on va essayer de le faire un peu moins anarchiste. On est indépendant. Alors, si j'ai envie d'être anarchiste, je serai anarchiste. Tu vas pas m'obliger. Indépendant, ça veut pas dire amateur, Thomas. J'avais dit ça, mais t'es un amateur. Aujourd'hui, donc, on a Thomas qui vient de se taire. Adrien qui vient de parler. Emmanuel qui se tait aussi parce que franchement, c'est le bordel. Et Fabien qui vous propose un jeu, puisque c'est un podcast one shot. Mais qu'est-ce que c'est comme jeu, Fabien? Alors aujourd'hui, le jeu qu'on vous propose, c'est Blistage de Ben Lehman. C'est un jeu Bliss, ça fait penser à la glace, et un jeu de patineur. Non, c'est pas ça. Alors ça s'écrit B-L-I-2-S, c'est ça? Voilà. Plus loin, S-T-A-G-E. C'est l'état de grâce. On va en parler. Et c'est un jeu de qui? De Ben Lehman. Alors Ben Lehman, c'est donc un des grands auteurs de The Forge, avec des gens comme Emily Picard-Boss, Ron Edwards, Vincent Baker. Donc et c'est un jeu qui est édité par qui? Et c'est un jeu indépendant. Donc, il a édité tout seul comme un grand. Il a également écrit Polaris, Chivalric Tragedy at the Utmost North, donc qui est sans doute un des jeux indépendants les plus anglophones les plus connus. Carrément, oui. Et il en a fait tout un tas d'autres. Il a fait un jeu pour jouer des histoires de yaoi, un jeu pour jouer les histoires de l'enfance idyllique d'une gamine. Ah, Clover. C'est génial, hein, si vous pouvez la voir, jouez-y. On fera aussi un podcast là-dessus, c'est bien possible. Sans moi. Et donc, dans Blistage, qu'est-ce qu'on vous propose? Blistage, c'est un jeu qui est fait pour raconter des histoires façon Evangelion. Donc Evangelion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga et un animé japonais. Voilà, c'est un animé et un manga. Le manga est sorti après. Hein. Dans lequel, dans un futur plus ou moins proche, il y a des extraterrestres, il me semble, qui sont des anges. Les anges débarquent pour détruire le monde. Voilà. Et le monde va être sauvé par des adolescents. Qui conduisent des grosses machines. Exactement. Je sais plus qu'on appelle les EVA, je crois, il me semble. Les EVA. Voilà. Et donc, sans se réclamer explicitement d'Evangelion, Blistage, c'est la même chose. C'est-à-dire que, à 7 ans à partir d'aujourd'hui, d'un seul coup, tous les gens qui ont plus de 18 ans tombent dans un état de bliss, de grâce. C'est-à-dire que, d'un seul coup, ils s'endorment, ne se réveillent plus, et ils n'ont plus l'air d'avoir besoin ni de manger, ni de boire. Ils sont en espèce d'état bienveillant, mais le problème c'est que tous les enfants, tous les ados qui sont encore là, doivent se débrouiller par eux-mêmes. Et donc il y a une courte chronologie de 5 ou 7 ans, je sais plus exactement, durant laquelle les jeunes essayent de mettre en place une société qui est immédiatement qui au bout de 2 ans est détruite par l'arrivée des extraterrestres, des aliens. Oui, je précise ça parce que c'est l'anglais, il n'a pas été traduit celui-ci. Donc il y a les extraterrestres. Voilà. Et alors, le jeu ne dit pas ce que c'est les extraterrestres. C'est un truc qu'on décide dans la préparation de la partie. C'est un des nombreux trucs qu'on décide dans la préparation de la partie. D'accord. Et au bout d'un moment, il y a un adulte qui lui a échappé au Bliss. Alors j'ai une petite question tant qu'on y est. C'est dès qu'on atteint 18 ans, on tombe dans cet état de grâce, ou alors c'est à un moment donné tous ceux qui avaient plus de 18 ans sont tombés dedans? Non, c'est à partir du moment où on a 18 ans. Donc si je joue quelqu'un qui a 17 ans et 9 mois, au bout de 3 mois, je tomberai dans... D'accord. Absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce jeu aborde sous couvert comme ça mais il y a plein de jeux forgés indie comme ça qui sont assez géniaux parce que ils abordent des thématiques très très fortes, très intéressantes derrière un vernis ou un prétexte qui peut être très intéressant. Hein. Mais là, par exemple, une des thématiques du jeu, c'est mon personnage va mourir dans quelques mois, va tomber
tomber dans le bliss, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi? Comme les gens qui restent. Mais on va découvrir ça. Ouais, carrément. Donc, pour terminer rapidement sur la fiction proposée par le jeu, donc la particularité, c'est que donc il y a un adulte qui a survécu au bliss et qui a réuni le groupe des personnages joueurs et qui est parvenu à abattre un drone alien et en bidouillant, on sait pas trop comment. TGCS, ta gueule c'est scientifique. Il a récupéré ils parviennent à entrer dans le monde des rêves, qui est le monde des aliens, et dans lequel donc les pilotes peuvent s'incarner pour aller combattre de l'alien et arrêter dans notre réalité leur drone. Pardon, l'invasion, tout à fait. Donc ça, nous, on va jouer des personnages qui ont ce contrôle-là, qui peuvent aller dans le monde des rêves. Tout à fait. Et alors là où ça devient intéressant et un des coups de maître du jeu, c'est que les robots dans le monde des rêves, qu'on appelle des anima, sont constitués des relations des personnages les uns aux autres. Donc par exemple, l'épée que brandit mon personnage pour abattre des aliens, c'est la relation que mon personnage a avec un autre personnage. Sachant que quand je dis personnage, le groupe est plus large que simplement les PJ. Il y a des personnages secondaires qui sont aussi contrôlés par qui sont contrôlés à moitié par les joueurs et par le meneur. Enfin, vous verrez ça plus exactement. Il y a un meneur dans ce jeu-là. Oui, il y a un meneur, tout à fait. Et alors là, les histoires dès que je vois de relations, donc je suppose que dans le jeu, ces relations, en plus d'utiliser à combattre, ils vont diminuer en intensité. Enfin, on va se blesser au fur et à mesure du jeu. Exactement. C'est-à-dire, si mon épée est bréchée par un assaut alien, la relation que j'ai dans la réalité va aussi en pâtir. Et inversement, dans la réalité, je peux faire entretenir mes relations, expliquer aux gens pourquoi je tiens à eux, etc., pour que mon anima tienne la route, soit plus fort. Exact. Donc là là de suite, je vois le fait avec les relations, ça fait effectivement très Evangelion. Voilà. Sans même parler de l'idée qu'il y a des mechas, c'est vraiment ça l'Evangelion, c'est basé sur les relations des gens entre les gens, donc Et donc le jeu est basé sur un aller-retour entre des moments de longs moments où on joue les missions. Et donc PJ se bat de l'alien, quoi. Exactement. Et des moments aussi, une série de scènes en général où on travaille les relations des personnages, sachant que ces relations, et ça c'est très clair dans le jeu, peuvent être il y a une dimension de comment dire. La sexualité fait partie des thèmes qui sont abordés par le jeu, puisqu'il y a 5 niveaux en fait d'intimité. Une relation définie par l'intimité, la confiance entre les gens. La confiance, c'est juste c'est la solidité de la relation, donc c'est la solidité de l'élément dans le monde du rêve, la solidité de mon épée par exemple pour tout à l'heure. Et l'intimité, c'est la puissance de l'élément en question, la puissance de la relation. Et donc il y a 5 niveaux d'intimité. Est-ce qu'on va aborder les règles maintenant ou on verra ça après? Aborder les règles maintenant, histoire au moins de quelque chose de rapide. Rapidement. Alors, donc il y a 5 niveaux d'intimité et plus l'intimité est forte, plus le machin est puissant. Et les niveaux 4 et 5, c'est les niveaux dans lesquels la sexualité est de plus en plus présente. Donc il y a cette idée que A1 c'est un type que je connais juste de vue, A2 c'est quelqu'un avec lequel j'ai déjà eu une conversation, A3 on a déjà travaillé ensemble, c'est assez grossier hein, le jeu est un peu plus simple. A4 on a une relation dans laquelle on s'est déjà vraiment battu, vraiment engueulé, on a pu s'embrasser, on a pu avoir les mains baladeuses aussi, et à partir de 5 on a eu des relations sexuelles. D'accord. Donc, en gros, en tant que joueur, on va voir donc un meneur. Quel est le rôle du meneur au départ? Alors, le meneur, il a 2 fonctions. Il met en place les missions pour envoyer les joueurs à la castagne, et il joue un certain nombre de personnages. En fait, il y a un groupe de 12 personnages à créer au départ et qui sont répartis entre les joueurs. Entre tous les participants. Donc là, on est 4 autour de la table. On aura chacun 3 personnages avec des contraintes parce que vous êtes obligé d'avoir au moins chacune un pilote. Et chacune, il y a d'autres fonctions. Et le rôle du joueur, donc, ça va être de vivre des relations, en plus de faire des missions de combat. C'est ça, de creuser les relations avec entre ses personnages et en particulier son pilote avec ses petits camarades. Et de jouer les missions du combat. Mais donc on a quand même un personnage central, les autres sont plus des PNJ avec lesquels on va avoir des relations. Il y a 3 personnages centraux qui sont les pilotes.
Donc il y a un pilote pour chacun d'entre vous. D'accord. Et il y a effectivement tous les personnages secondaires autour, voilà. Mais qui eux n'ont pas ils ont leur feuille de perso, ou ça va être resté des liens où on va pouvoir un peu jouer sur ce qu'ils sont. C'est des liens, ouais. C'est plus Ils apparaissent en fait sur notre feuille de perso. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que ce jeu de rôle a besoin de dés? Oui. Alors, on verra ça. C'est que des D6 en l'occurrence. Et en fait, là, ça devient un peu long et abstrait. D'accord. On verra ça. En gros, là, faut qu'on joue. Ça après à la limite. Faut qu'on joue. Là. Je propose qu'on aille se taper la gueule contre des aliens. Et puis on joue là. C'est faire l'amour et niquer des aliens après. C'est sérieux là. Ouais. On joue. Et hop, on est parti. C'est parti. Moi, je dois dire que c'était une des meilleures parties de Blistage que j'ai eu. Alors ce jeu, moi aussi, c'était la première fois que j'y jouais. Donc forcément, Emmanuel aussi, hein, c'était la meilleure partie. Oui, non, vraiment la meilleure de tout. Et le double plaisir, c'est qu'en plus, pour la fin de ce podcast, nous avons Romaric Briand, revenu de Vladivostok, qui a gagné son tournoi de ping-pong. Bravo. Félicitations. Bravo. Hein, donc champion mondial, c'est ça? Non, il est champion de l'Est exactement. Russie. Champion de l'Est Russie. J'ai laté toutes les petites chinoises. Tu leur as fait leur affaire, quoi. Bon, et Blistage, à part ça, parce que on vous a entendu gueuler, en fait, pour être honnête. Jusqu'à Vladivostok. Au bordel que Oh vous la avez vache. foutu dans mon jardin, il faut le préciser. C'est peut-être pour ça que la partie était bonne d'ailleurs. C'est parce que vous aviez de l'espace, parce que ça avait l'air de gueuler sacrément fort. Ouais, alors si. Thomas s'est il y donné avait à pas fond. que gueuler, hein. Il y avait aussi Thomas qui courait partout dans le jardin en criant. Ah, moi, j'étais, mais à fond dans le jeu. C'était vraiment pas mal. Pour aider un peu nos auditeurs, on va peut-être commencer par parler de la fiction qu'on a créée. Parce qu'il y a une première partie de préparation de l'univers, en fait. Ouais, où les règles nous guident dans toute l'étape de création. Donc pour arriver à quelque chose qui respecte le canon voulu. Donc, alors il y a la première des règles, c'est de dire que la fiction, donc l'histoire doit se passer à proximité de l'endroit où on joue. Donc, vu qu'on a la chance d'avoir des magnifiques monuments dans le coin, on a décidé de jouer au Mont-Saint-Michel. Puisqu'on est en ce moment à Saint-Malo. Voilà. Ensuite, donc, une fois le lieu choisi, on commence à choisir les besoins, parce qu'en fait, nous sommes une communauté de 13 personnes, donc on a des joueurs, qui doivent survivre. Donc là, on a choisi donc dans le Mont-Saint-Michel, et donc il y avait besoin de savoir qu'est-ce qu'ils ont avec eux. Est-ce qu'ils ont l'électricité, est-ce qu'ils ont à manger, de l'eau, comment ils trouvent leurs objets de la vie courante. Et en fait, pour prolonger le thème esthétique du Mont-Saint-Michel, on est resté dans un truc très gothique, il n'y avait pas d'électricité, on élevait des moutons à l'intérieur du Mont-Saint-Michel dans des cloîtres, enfin bon, ils avaient des potagers, ils avaient des pigeons voyageurs, enfin bon. Ensuite, donc en fait, de façon plus générale, ces thèmes-là sont juste de l'inspiration pour des phases de jeu. Ce n'est pas une règle, ça va pas intervenir en dur proprement parler. C'est plus une couleur, enrichir un peu l'univers. C'est ce qu'on appelle la couleur en théorie forgéenne. La couleur, c'est ce qui n'intervient pas directement dans les mécaniques de résolution ou de règles, de mise en place de situations, mais qui inspire les joueurs. Voilà. Pas trop le terme de couleur, parce qu'on pourrait faire un podcast entier sur le thème cette année. Ah, ça serait cool, ça. J'annonce un peu les sujets au passage. Ça m'intéresse, tiens, faudrait que j'y participe. Bien sûr, on avait pensé à toi. Donc une fois les besoins mis en place, il a fallu choisir les noms des différents personnages de la cité. Okay. Donc sachant que nous on avait déjà, donc on était 3 à interpréter les pilotes. Ensuite il y avait un joueur qui était donc un peu le meneur. Ouais, moi j'étais meneur. Donc voilà, donc il n'y avait pas de personnage prédéterminé au départ. Si, il a un personnage qui est quand même déterminé, c'est l'adulte qui est déjà là depuis le fameux adulte. Qui chez nous était Sœur Dominique. Voilà, qui était Sœur Dominique. Sœur Sourire. Voilà, donc. Ouais. Donc en plus des 3 pilotes, il faut 3 ancres, parce que pour que les joueurs, pour que les personnages puissent aider à sauver l'humanité, donc aider les pilotes, il faut qu'il y ait un personnage qui l'assiste pendant son passage dans les rêves. Voilà, et ce qu'on appelle une ancre. Et c'est un peu comme dans Matrix, le mec. Le gars qui est derrière les écrans, je me rappelle plus de son nom, celui qui se fait tuer systématiquement dans tous les épisodes. Ouais, bon, il y a un mec qui regarde les écrans et puis qui les guide, qui leur dit oui, alors attention, les agents arrivent par là, le téléphone est là-bas. Voilà, ça c'est l'équivalent de l'encre, c'est ça. Et après, il a fallu créer les autres personnages de la communauté, histoire qu'ils aient un nom et que qu'on ait un peu une image de ces personnages-là, quoi. Voilà. Une fois donc ces besoins remplis, il a fallu qu'on crée les aliens. Ouais.
Donc là, nous, on avait spécifié que c'était des démons. Donc en fait, on est parti dans un trip très chrétien, vu qu'on était au Mont Saint-Michel, et que Saint-Michel, c'est l'archange qui vainc le démon, celui qui a affronté Lucifer en premier. Donc on est resté un peu dans cette idée-là. Et donc, voilà, le monde des rêves, c'était l'enfer. Les gens qui étaient tombés dans le bliss, donc qui dormaient, les adultes, ils étaient damnés. C'était des âmes torturées qui erraient en enfer. Et il y avait des portes de l'enfer qui s'ouvraient entre le monde réel et l'enfer, en plein milieu des paysages. Voilà. Donc, pour prévenir, je sais que moi, quand on a commencé cette phase de préparation, c'est une phase de préparation qui était quand même assez longue. Ouais, parce qu'il a bien fallu bien 1 heure, je pense. Peu moins. Un petit peu moins. Entre 40 minutes et 1 heure, ce qui est cohérent. Attention, un blocage. Ouais, si j'ai des blocages comme ça de temps à autre, Romain qui les efface charitablement. Il me donne du boulot, salopard. Donc, ce qui était, je sais plus même ce que je dis, voilà. C'est fini. En gros, le fait que ça dure 40 minutes. Ah oui, voilà, ça correspond à ce qui est c'est plus ou moins annoncé dans les règles. Voilà, c'est ça. Et exactement. Du coup, ça annonce quelque chose sur le jeu, c'est que c'est pas un jeu où on va faire un one shot, ou alors une séance très longue parce qu'il faut en profiter. Mais c'est plutôt un jeu qui va se prêter à une campagne. Ouais. Et là, c'est vraiment hyper intéressant. Enfin, on va sinon, Blistage, c'est un jeu à campagne, c'est-à-dire qu'on nous jouant Cela dit, à long scénario. Ce qui est important de dire, c'est que on peut quand même prendre du plaisir en une seule partie. Oui, complètement. Là, ça a été le cas. Donc, il y a effectivement des choses qui se jouent sur le long terme, mais je pense que c'est quand même un jeu où on prend plaisir simplement à jouer la partie point, quoi. Oui. Bon, puis toute cette création là est quand même relativement fluide, agréable. C'est du RP, on imagine des personnages. C'est pas créer un domaine à Agon avec des chiffres, quoi. Ouais. Ça reste quelque chose de très léger et au final on est déjà pas dans la partie, mais déjà immergé dans l'univers. Bon, il y a très peu de chiffres. Les seuls chiffres qui interviennent, donc c'est l'étape d'après, où après avoir créé les personnages, chaque joueur va choisir son archétype. Donc ça va être l'archétype de son pilote. Donc ça va être, par exemple, en fait, c'est des archétypes très manga au final. Ouais. C'est des styles de personnages dans leur relation avec le reste du groupe. Donc il va y avoir la tête brûlée qui veut prouver à tout le monde que c'est un héros. Voilà. Il va y avoir. Alors qu'est-ce que vous aviez vous comme archétype? Comme ça, on commence à parler un peu de vos personnages. Alors moi j'avais une vétérane en l'occurrence, donc de 17 ans, puisque comme on meurt entre guillemets, on tombe dans le bliss à 18 ans, c'est la fin de vie, donc un personnage un peu blasé et assez destructeur finalement pour ses relations avec les autres personnages. Moi, je me rappelle plus du nom de l'archétype, mais globalement, c'était une séductrice, enfin un séducteur. C'est le carefree hedonist en anglais, c'est-à-dire l'hédoniste qui fait pas trop attention autour de lui, voilà. Donc il y a une phrase qui toujours une petite phrase pour l'écrire. La phrase, lui, c'est au fait, Sarah, pour hier soir, c'était cool, hein, mais je pense qu'il faut qu'on se laisse trop liés l'un à l'autre. Oh non, te mets pas à nouveau à pleurer. Voilà, donc exactement ça. Ouais, un peu un bâtard qui profite. Il est plus égoïste que profiteur en fait. Il cherche pas à profiter, c'est juste qu'il pense à lui. Il se voit pas le mal qu'il fait autour de lui. Et donc du coup, c'est un personnage qui va créer des liens. Et alors, sentimentaux assez forts. Je vais garder mes commentaires pour après la. Donc moi, j'avais comme personnage l'amoureux transi. Voilà, qui bien évidemment, histoire de donner un peu de jeu, était amoureux de l'hédoniste. Voilà, et qui avait comme particularité d'avoir une relation qui était maximale. Pour un personnage qui allait courir un peu à droite à gauche. Je reconnais Thomas là sans cette description. Tu as fait un personnage en totale adéquation avec. Bon, bref. Thomas, il a été à fond. Les codes manga, il les possédait sur le bout des doigts. Il lui a donné corps et âme à ce personnage. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les archétypes de personnages ont le point commun d'avoir des besoins ou d'avoir quelque chose qui fait que leurs relations avec les autres sont compliquées. Le vétéran, c'est le fait que puis il est cynique, il en a marre de la vie, il sait qu'il va crever, il est un peu désagréable avec tout le monde. Mais en même temps, c'est le vétéran, c'est celui sur lequel on a besoin de compter parce qu'il sait ce qu'il fait. Exactement. Le carefree hédoniste, l'hédoniste, il va tisser des liens avec plein de gens. Mais en même temps, c'est des liens qui sont tous problématiques. Qui sont tous problématiques. Là, c'est par construction de ces liens, ils sont problématiques. Sauf un, là, qui est assez intéressant. Il a un lien où il n'a pas d'attirance derrière ça, mais c'est juste en fait son confident. Ah oui, exact. Qui a un lien assez intéressant.
Et pour ensuite le personnage donc l'amoureux transi, il y a un lien qui est très fort et les autres sont quand même assez bas avec des confiances assez particulières. En gros, c'est quelqu'un qui a qu'une seule relation et le reste c'est vraiment à part, ça n'a pas d'importance. C'est ça. Donc dans les deux cas c'est problématique. Et comme c'est un jeu dans lequel les relations entre les personnages PJ et personnages secondaires, tout ça sont importantes, ça c'est un départ qui est important pour les persos. Et puis du coup c'est là où interviennent les chiffres. Ouais. La plupart des chiffres sont là pour gérer ces relations. En gros, chaque archétype va avoir une liste de valeurs de relations prédéfinies. Par exemple, pour moi j'avais une relation à 5, 2, une relation à 4, 1, etc. Enfin bon, on a les valeurs qui sont données et ensuite il faut juste mettre avec quelle personne on a telle et telle relation. Donc en fait on ne se préoccupe pas de chiffres mais de leur signification et on met un nom à côté. Donc c'est pas calculatoire, c'est très simple à mettre en jeu. Parce qu'en gros, c'est vrai que pour revenir à ce qu'on est passé peut-être un petit peu vite au début de ce podcast, au niveau de la fiche de personnage, donc on va dire du pilote, qui sont vraiment représentés par une fiche. Ils ont 3 caractéristiques, qui est le bliss, le terror et le trauma. Voilà, le bliss représente un peu son lien avec le monde du rêve des aliens. À quel point il est. Voilà. Ensuite, on a la terror et le trauma. Donc le trauma, c'est vraiment les traumatismes qu'il a subis, voilà, le traumatisme physique ou mental. Voilà. Et la terreur, c'est si on cumule trop de terreur, on va prendre du trauma. Voilà, c'est la terreur, en fait, la terreur, c'est un peu le choc à court terme. Voilà. Celui qu'après une bonne discussion, ça disparaît, c'est un bon plat de pâtes, une bonne nuit et hop, tout va mieux. Et en plus de ces 3 caractéristiques, on a en fait toute une liste de liens, enfin de relations. En fait, notre personnage ne vit que par ces relations. Et donc, comme on disait auparavant, il y a les scènes d'action dans lesquelles ces relations sont mises en tension, en danger, dans lesquelles le joueur, vous l'avez vu, doit faire des choix. Est-ce que je privilégie la mission, mais en même temps je mets en danger mes relations? Est-ce que je privilégie ma sécurité ou il y a ces trois-là. En fait, au niveau du mécanisme, histoire que ce soit un petit peu plus clair, quand on rentre en scène, on va dire d'action, parce qu'en fait il y a 2 types de scènes. Il y a la scène d'action, la scène de relation. Dans la série, en fait, on va peut-être voir ça un petit peu plus loin. C'est vraiment les grandes structures du jeu. Ouais. C'est que donc on est dans notre Mont-Saint-Michel, et puis la figure d'autorité vient nous voir de temps en temps en nous disant voilà, il y a une mission. Donc ça va être une succession de choses à faire, et ça va être des scènes de combat où on va jouer notre anima avec l'encre derrière, avec des objectifs. Et une fois que ça c'est terminé, une fois qu'on a rempli tous les objectifs, donc on viendra sur comment ça se passe ça. Ensuite on revient au Mont-Saint-Michel, et là on va avoir un temps avant la mission suivante où on va aller discuter avec nos relations, aller essayer de se faire pardonner pour un certain comportement, aller voir la figure d'autorité pour lui demander quelque chose, etc. Et donc on va faire vivre ces relations. Comment s'appelait le jeu auquel tu jouais, le jeu de cul là, avec des mechas, auquel tu jouais sur Saturn ou je sais plus quelle console? C'est exactement ça. Oui, effectivement, quand tu vois ça, c'est Sakura Taisen. Effectivement, on avait ce trip de. Il y avait 2 scènes. Il y avait la scène, on va dire, de drague où en fait, c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve à gérer une équipe de nanas. Ouais. Et il y a que des femmes. Et les femmes. Attendez les gars. Sexisme quand tu nous tiens. Quoi. Mais attendez les gars, on parle d'un manga hentai pour hommes au Japon. Ouais, c'est pas quand même. Le genre, le genre dans le sens le genre littéraire ou BD ou cinéma, tout ce que tu veux, ça justifie jamais ni le sexisme ni le racisme. On va arrêter la discussion ici. Allez voir enlevez-lui le micro. Tu peux condamner le genre, mais tu peux pas condamner une œuvre d'être dans le canon d'un genre particulier. Tu vois ce que je veux dire? Là, il était. Ah si. Bon. Ouais, on va pas se lancer maintenant, mais on pourra faire autre débat dans un autre jeu. En tout cas, c'est vrai qu'on pourra retrouver un lien un peu du côté de Sakura Taisen. Qu'il y ait que des femmes, en l'occurrence, c'est pour le genre, comme on disait tout à l'heure, et c'est vrai que c'est condamnable. Mais effectivement, on avait ce côté. Avant les combats, il va falloir une partie de scène. Donc là, c'est des scènes de drague pour pouvoir motiver. Non, là, je parle dans le jeu vidéo. Il y a en fait des scènes de séduction qui va permettre de renforcer les liens entre les personnages de façon que dès qu'on arrive en combat, on a des pouvoirs plus forts. Voilà. D'accord. Oui, mais vomis dans le seau, s'il te plaît, pas sur le micro. Merci Fabien. Donc en tout cas, pour revenir, donc on a vraiment cette succession. Et donc on va commencer d'abord par la scène de mission, les scènes de combat. C'est ça. Donc dans les scènes de combat, nous avons donc le meneur qui est le représentant de la figure paternelle, l'autorité, qui va nous donner des objectifs. Donc ces objectifs, ça va être du genre. Il y a une armée démons qui arrive. Premier objectif, la localiser. Deuxième objectif, lui tataner la gueule. Troisième objectif, tuer les fuyards. Par exemple. C'est ça. On peut voir ça. J'ai fait un peu plus fin, mais bien sûr, mais c'est un excellent exemple. Pour la simplicité, nous allons faire un truc brutal. Donc,
à tour de rôle, en fait, il y a une paire de joueurs. C'est-à-dire qu'on va d'abord demander au pilote et à son encre, il faut savoir que l'encre est interprétée par un autre joueur, donc d'interpréter en fait, la façon dont il va résoudre un des objectifs. Dont tu vas se situer face à un des objectifs. Voilà. Donc pour cette narration, nous avons l'encre qui va nous décrire ce que lui voit à travers donc les pas les pouponnières mais les nous c'était les crèches, les crèches, voilà. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être les écrans dans Matrix, chez nous c'était l'eau des bénitiers, ou des méditations, enfin quelque chose comme ça. On peut avoir absolument tout ce que tu veux, tout ce qu'on veut. C'est au jour de l'écran. Voilà. Et ensuite, c'est le pilote qui lui va décrire ce qu'il voit. Donc c'est une succession en fait de descriptions. Et c'est les joueurs n'ont le droit que de dire ce que leurs personnages disent. Donc c'est du genre je suis en train d'avancer dans une grande forêt de flammes. Attends, derrière le mur là, il y a une sorte de créature, je vois ces flammes qui s'approchent. Je vois une ombre, elle est immense. À ta droite, je la frappe. Voilà. Alors de l'extérieur, je peux vous dire que ça, parce que moi j'ai regardé quand même un petit peu la partie de loin, et je peux vous dire que ça fonctionnait très bien. Ça vraiment, ce système est excellent, voilà. Vraiment. Et dès qu'on arrive à ce attends, je la frappe, là on va avoir une la résolution du conflit. Une résolution du conflit. Donc pour résoudre le conflit, en fait, il faut voir que quand un pilote arrive dans le monde des rêves, va avoir ce qu'on appelle un anima. Qui est son armure en fait. Alors ça peut se voir à plein d'échelles. Ça peut être son incarnation magique dans le monde des rêves. Ça peut être son Goldorak gigantesque de métal. Ça peut être. Donc là, on va demander au pilote en fait la première fois de décrire son anima. Et là, j'ai savoir son mais absolument physique. tout. On peut avoir tout ce qu'on veut. Je suis un vétéran de Blistage. J'ai eu des G.I. Joe, j'ai eu des arbres qui pensaient. Pas sur cette partie. Pas sur cette partie. Celui, vous étiez pas mal non plus. Hein. Ouais. Toi et ta forme de marbre, de glace féline avec un bouclier. Enfin bon, il y a que Thomas qui avait un. Moi, je fais le classique. Moi, j'ai fait un ange. Un ange avec une épée de feu. Emmanuel qui avait. Mon ombre hérissée de piquants. De tentacules. Qui est très angélique. Façon le Grinch. Et de tentacules. Mais une ombre sans tentacules, c'est pas drôle. Voilà. Mais en plus de cette armure, il va bien falloir se battre, il va nous falloir de l'équipement. Et c'est là qu'entrent en jeu les relations. C'est-à-dire que le joueur va prendre sa fiche de pilote, va regarder les relations qu'il va vouloir mettre en jeu. Par exemple, moi j'avais pris ma relation la plus forte, donc c'était ma relation avec Andreas, le personnage d'Adrien. Amoureux. Voilà. Sens unique. Et j'avais représenté cette relation par une épée de flamme. Donc c'est-à-dire que je dis j'ai une épée de flamme qui représente cette relation. Voilà. Donc on peut rajouter à chaque fois qu'on applique une relation, on lui donne une forme. Exactement. Et on peut en ajouter autant qu'on veut. Et on peut ajouter tant qu'on en a sur la fiche. C'est ça. Simplement, quand on ajoute une relation, ça fournit d'une part des ressources, donc plus de chances de réussir, etc. Enfin d'avoir des dés en plus pour l'action, d'atteindre la mission, mais surtout ça met en danger la relation qu'on applique. Voilà. Parce qu'au moment où on arrive au jet de dés, la résolution de savoir, je vais leur poutrer la gueule. En fait, j'assiste à une partie de ping-pong avec par micro interposé entre Fabien et Adrien. C'est extraordinaire. Vous avez un truc là. Vous tenez un concept d'émission en soi. Hein. Mais là, on s'y perd. Il finit mes phrases. Et je commence les miennes. Donc, on arrive au moment de résolution d'action. On va prendre autant de dés qu'on a de points dans les relations impliquées dans l'ensemble des intensités. Voilà. On jette autant de D6. On jette les dés et là, on va grouper ces dés on va mettre les 5 et 6 ensemble. Qui sont les valeurs positives. Valeurs fortes. 3 et 4 qui sont les valeurs moyennes. Ou neutres en fait dans les résolutions là. Et 1 et 2. Qui sont les valeurs faibles, qui vont avoir un effet négatif. Ensuite, ces dés, on va les répartir comme on le souhaite. Adrien, comme quoi on est possible. Ils sont connectés. Maintenant, c'est Thomas et moi. Emmanuel aussi, il faudra qu'on essaye dans le podcast. Donc, ensuite, une fois qu'on a tous ces dés, il va falloir les placer dans différents tableaux ou différentes catégories. Le jeu appelle ça des catégories. Voilà, plutôt des catégories. Donc, on a la première catégorie qui est la mission. Ouais. La deuxième qui c'est la sécurité du pilote. La sécurité du pilote. Troisième, c'est la sécurité des liens. En fait, la troisième, c'est un ensemble de. Il y a une catégorie pour chacune des relations qui est mise en danger. Voilà. Et grosso modo, quand tu mets, pour résumer les choses, c'est un peu plus complexe que ça, mais quand tu mets un dé positif, enfin un 5 ou 6 dans une catégorie, tout va bien. Donc, dans la première, tu remportes la mission. Dans la deuxième, tu t'en sors en bonne santé sans que ça abîme ton équipement. Et dans la troisième. Et dans la troisième, là, on a mal. On se fait super mal. Alors, pour le cas de la mission, ça loupe. On peut pas la recommencer de suite. Enfin, c'est la merde. Voilà. Et puis, du coup, la catégorie qui va être la plus intéressante en soi,
c'est celle qui regroupe l'ensemble des relations. Voilà. Où là, en fait, quand on chacune met, des différentes. Quand on met un 5 ou un 6 dans un des équipements qui a été utilisé. Donc, par exemple, si moi j'ai une relation avec une fille qui s'appelle Maria, mais que je ne l'utilise pas pour le combat, celle-là, elle va pas être préoccupée. Voilà, il y a pas de problème. En revanche, si ma hache, qui est ma relation avec Maddy, rentre en jeu dans ce combat-là, je vais devoir y associer au moins un dé. Ok. Et si ce dé est 5 ou 6, il n'y a pas d'impact sur la relation. Sinon, ça va avoir des impacts négatifs. La confiance va se briser, je vais mettre en doute cette relation, etc., etc. Et donc, vu qu'il faut en mettre dans toutes les catégories, qu'il y a beaucoup de dés, beaucoup de catégories, on est obligé parfois de faire des choix difficiles et de se dire, est-ce que je réussis la mission ou alors est-ce que je défonce ma relation avec Sœur Sourire. Et ça, c'est difficile. Hein. Ouais. Là, il y a des choix comme joueur. Oui, sachant que là justement on était en one shot, donc on fait pas forcément les mêmes choix que quand on est sur une campagne. Oh si, ouais, malgré tout, je pense que si. Disons que sur une campagne, réussir la mission, bon, on a le temps. Alors non, parce que si on rate la mission, en fait, ça veut pas dire qu'on la rate, ça veut dire que sur le coup, notre action ne nous permet pas, par exemple, d'éliminer l'armée de démons. Mais il n'empêche qu'il faut quand même le faire. Donc ça va être un joueur suivant de le faire, qui va à nouveau lancer des dés, qui va à nouveau mettre en jeu ses relations. Et du coup, si on réussit pas la mission, au final, on accumule les problèmes possibles pour le futur. Donc en gros, on a un pilote qui se lance dans le combat, qui se meule ses liens, mais l'encre, il sert à quoi dans tout ça? Alors l'encre, déjà, il va décrire un petit peu le décor, donc ça a une importance narrative, voilà. Une importance dans ce qu'il va se construire, fictionnel. Mais ensuite, vu que chaque encre a un trait qui va, ça peut être, attends, je vois ce que je les on avait expérimenté, il y avait un qui était expérimenté, un qui était réconfortant, et un autre qui était motivé ou motivant, chose comme ça. Et donc c'est vrai que ces traits donnent des bonus. Ouais, ils permettent de relancer certains dés dans certaines catégories. Voilà. Et du coup, on peut prendre des risques, par exemple, si on met un 1 sur la mission, on peut dire, si je relance ce dé, peut-être que ça va quand même réussir. Grâce au conseil de mon guide. Alors là, on a eu un cas qui arrivait. Donc je crois que c'était toi, Adrien, qui avait fait. Où c'est moi qui jouais ton encre. Et il y avait un moment, tu avais placé un dé à un endroit et tu m'avais demandé, ce serait pas mal d'utiliser ton pouvoir. Donc le pouvoir je rajoute en fait un point de stress. Le stress correspond donc un peu à la confiance. Enfin, une baisse. C'est comment dire. Ça correspond à ce qu'est la terreur pour le trauma. Là, le stress. C'est lié à la confiance dans une relation. C'est-à-dire que plus on a de points dans le stress, plus on risque de perdre de confiance. Ah bon, c'était pour protéger son personnage. Voilà. Et là, on m'a demandé de dépenser un point pour relancer un dé. Et dans les règles, donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est l'encre qui choisit comment il utilise son pouvoir et s'il l'utilise. Oui. Donc là, à un moment, j'ai voulu pourrir Adrien. Je lui ai dit, c'est parti, on va le pourrir un peu, histoire qu'il ait un peu mal. Parce que ça, c'est un peu problématique, quelque part. En fait, ça peut être intéressant de le considérer comme si l'encre, en tant que personnage, a intérêt à punir un peu le pilote, ça peut être un moyen d'agir. En fait, il y a mais il faut le voir de façon roleplay, je pense. Non, alors je crois que c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que le jeu permet de jouer de deux manières. Enfin, on joue dans les deux manières de toute façon, mais on peut jouer consciemment dans une des deux manières, qui est que soit on peut prendre le point de vue du personnage, donc qui défend donc on défend son personnage et on défend ses intérêts. Donc à ce moment-là, ce que voulait faire Thomas, c'est-à-dire d'essayer de pourrir, c'était pas très cool parce qu'il pourrissait le personnage d'Adrien. Et il ne jouait pas son rôle. Voilà, parce qu'en plus son encre et lui avaient une bonne relation, donc il n'y avait pas vraiment de raison de faire. Et il y a aussi la position de dire, je vais essayer j'ai envie de faire avancer l'histoire et je trouverais intéressant que le personnage souffre à ce moment-là, donc je lui pourris sa tronche. Les deux sont possibles. Hein. Ouais, mais moi j'aime pas trop cette deuxième possibilité. En fait, je trouve que le relancer de dés doit être justifié par le roleplay, par les liens entre ces deux personnages. Voilà, ouais. S'ils sont en confiance, en une bonne relation, la relance, dans un cas où le dé est négatif, est logique. Alors, moi j'ai envie de dire que c'est pas tellement une question du jeu lui-même, c'est plus une question de l'ordre de la relation entre les joueurs. C'est-à-dire que si toi t'as envie de défendre ton personnage et t'as pas très envie qu'il souffre, c'est de l'ordre de la sympathie entre. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu le faire. Je me suis rendu compte que ça te dérangeait, donc je fais OK. On arrête. Mais c'est entre joueurs, c'est entre personnes, en fait, même plus qu'entre joueurs, et c'est pas tellement au niveau du jeu. C'est au niveau des règles tacites que l'on se donne au début. Voilà. C'est l'ordre du contrat social. Voilà. Et par exemple, Thomas, à un autre moment, s'est pourri lui-même son perso comme un grand. De façon assez épique. Ouais, de façon assez impressionnante, effectivement. Et ça a donné des trucs super intéressants pour la suite de l'histoire. En gros, il a défoncé toutes ses relations qui étaient impliquées
pour que la mission réussisse, pour que lui reste en bonne santé. Et surtout, ce qui me permet de faire une belle transition vers la deuxième partie dont je voulais parler, c'est les scènes d'interlude. C'est-à-dire que, en pourrissant ses relations, il a provoqué tout un tas de tensions avec Alors, ses il y a relations. juste un petit point que j'aimerais rajouter qui sert de transition aussi. Bien sûr. C'est qu'en fait, à quoi ça correspond le fait qu'on pourrisse nos relations lors de ces combats? En fait, c'est que on ressent du doute. En fait, quand ces personnages se battent, c'est comme dans les mangas. Ils se battent pour les personnages qu'ils aiment, pour ce qu'ils défendent, etc. Et du coup, si dans un combat, ta hache se casse, tu peux dire, oh non, c'est peut-être parce que je n'ai pas été assez attentif pour tel personnage, parce que je n'ai pas accepté d'aller la voir dans sa chambre hier soir, parce que quand elle est venue pleurer, je l'ai renvoyée comme un... Alors, il y a... alors, c'est vrai qu'on peut l'interpréter comme ça. Le jeu le dit pas exactement, mais à mon avis, là, il y a un twist, ouais, je sais pas si c'est le bon mot, du jeu, qui fait que c'est le monde du rêve, et on touche à l'inconscient des personnages. Aussi. Donc, alors, le monde du rêve, c'est pratique d'un point de vue fictionnel, mais alors, alors, ce qu'on veut derrière, hein, tu mets ce qu'on veut derrière, tu peux tout expliquer. Comme c'est onirique, il y a une certaine facilité. Oui. Mais c'est une facilité qui, dans le jeu, là, ne pose pas de problème. Enfin, moi, ça m'a pas brisé ma crédibilité. Puis moi, j'aime bien ma vision. Ça, en fait, ça correspond tout à fait au manga. Oui, c'est vrai. Le lien des personnages intervient pendant le combat où, en fait, au lieu de se battre avec une hache, au final, ils disent, je fais ça pour toi, Sakura, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, quoi. Et donc, tout ça pour en revenir aux phases suivantes qui sont les scènes d'interlude. Voilà, les scènes d'interlude. Tintin. Tintin. Milou. Alors, vas-y, Milou. Explique-nous ce que c'est que les scènes d'interlude. Donc. Il y a un autre concept d'émission, là, je pense. C'est la rentrée, c'est normal. La cellule troupière. Ah, c'est l'anarchie, il n'y a plus de maître, tout ça. Donc, l'interlude. On a des scènes, dans l'interlude, c'est les scènes entre les deux missions où les personnages vont se voir les uns les autres et essayer d'améliorer leurs relations. Alors, il peut se passer, donc dans une scène d'interlude, on va peut-être décortiquer un peu les choses. Voilà. C'est mieux. Il y a quelqu'un qui dit, et il y a des règles qui disent qui peut demander une scène d'interlude, j'ai envie d'une scène entre machin et truc. Machin et truc étant tous les deux des personnages. Les joueurs de chacun de ces personnages, donc, se regardent et commencent à jouer une scène. Ouais, sachant qu'au début de la partie, on a choisi les personnages dont on avait le contrôle, de façon à ce qu'il n'y ait peu de liens entre les personnages qu'on contrôlait. Pour éviter les monologues. Plus exactement que toi, Adrien, tu ne contrôles pas un personnage qui a une relation forte avec un autre personnage que tu contrôles. C'est ça. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Et donc il faut savoir aussi que vous aviez chacun 3 et moi 4 personnages. Donc tous les personnages de l'histoire étaient répartis équitablement entre nous 4. Et donc il y a vous deux, par exemple Adrien et puis Thomas jouent une scène entre leurs deux personnages. Et puis il y a une troisième personne, donc soit Emmanuel, soit moi, qui va être le juge. Voilà. Le juge est la personne qui, à la fin de la scène, va dire, en fait, dans cette scène, voilà ce qui s'est passé. Et c'est aussi lui qui va dire quand la scène se termine. Exact. Ce qui est important. Alors, le juge, il a comme pouvoir, il dit quand la scène se termine et ensuite va spécifier quel type de scène on a joué. Et alors, c'est vachement intéressant parce que il y a, grosso modo, 3 types de scènes. Il peut dire cette scène, elle a permis de renforcer la relation entre les personnages, donc c'est leur confiance qui augmente, la confiance dans leur relation, ou s'ils avaient du stress, des petites subtilités comme ça, mais enfin, c'est leur relation qui... c'est leur confiance qui se renforce. Ils sont mis à parler, ils savent pourquoi ils sont ensemble. Ensuite, il y a le trauma, la baisse de trauma. Ouais. Je te vois hausser les sourcils de plaisir, mais je garde le troisième pour après. La scène de trauma, c'est un pilote qui parle de sa peur d'aller dans le monde du rêve, de ses combats, de ses missions. Voilà. Et la troisième personne, c'est là où il y a de la cuisse. Ouais. Entre autres, c'est les scènes d'intimité, c'est-à-dire que la relation gagne de la profondeur entre les personnages. Alors, ça peut être des choses affectueuses, sexuelles. Ça peut être juste une discussion très approfondie. Voilà, ils peuvent travailler ensemble aussi. Ils peuvent se battre. Se battre, ça augmente la profondeur de la relation. S'engueuler aussi, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils peuvent chanter ensemble, il y a tout un tas de enregistrer un podcast ensemble. Ouais, tout à fait. Adrien, au hasard. C'est travailler ça, mais on est en train de travailler notre intensité est déjà supérieure à ça. C'est passé des choses. Hein. Donc il y a le juge à la fin dit il s'est passé soit ça. Et
là, donc ça c'est déjà un mécanisme que je trouve très fin. Oui. Parce que carrément, en fin de compte, c'est une personne, dire que les joueurs qui initient la scène, eux vont orienter la scène vers quelque chose, mais en fin de compte, c'est un avis extérieur qui va dire, moi j'ai perçu ça de telle façon, donc c'est tel type de scène que j'ai vu. Sachant que ce qui est rigolo aussi, c'est que sur les deux joueurs, il y en a un en général qui va jouer son personnage et donc qui va viser un objectif. Par exemple, il veut faire baisser son stress, du coup il va faire une relation de confiance. Mais l'autre, le gars en face, il joue pour jouer, quoi. Donc voilà. la discussion peut mener n'importe où. Et ça peut déraper. Ça peut déraper. Et c'est pas forcément facile d'ailleurs de juger derrière. Au final, on voit les intentions en général, mais c'est vrai que la discussion mène pas toujours aux intentions du joueur. Alors Fabien, pourquoi est-ce que tu trouves que c'est très fin? Parce que au final, t'allais dire parce que. Et puis... Alors j'allais dire, c'est très fin, mais il y a un mécanisme encore plus fin derrière. Mais d'accord. Celui-ci, je développe. Trouve très fin parce que c'est pas. Un joueur peut avoir un objectif, dire moi je veux que l'intimité entre nos deux personnages augmente, donc je vais essayer de lui faire du gringue par exemple. Comme la scène peut ne pas mener à ce qu'il voudrait, c'est intéressant qu'il y ait une troisième personne pour dire en fait moi j'ai vu ça dans votre relation, peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu tous les deux. Et c'est intéressant parce que le joueur qui a son objectif, c'est pas comme s'il lui disait bon ben je vais vous jouer une scène d'intimité, alors je vais vous montrer comment on se roule des patins. Et ça justement c'est un truc qui est évité, c'est que si le joueur dit moi je vise ça et du coup qu'il fait sa scène, la scène n'est pas intéressante en soi parce qu'elle ne l'a que juste pour justifier ce point. Et je trouve que c'est intéressant pour les. Enfin, attends, tu es en train de froncer les sourcils, mais je vais aller jusqu'au bout. Ce qui est intéressant, c'est que ça rend cette dimension des relations où parfois on va voir quelqu'un pour lui demander quelque chose et on se retrouve dans une situation auquel on n'avait pas pensé. Typiquement, on veut, je sais pas, lui faire du gringue et la personne vous parle de trucs super personnels et finit par pleurer dans vos bras et vous êtes là, ah oui, d'accord. Enfin. Ça, je trouve ça vachement fort, qu'on contrôle pas les relations. Alors, ok, il y a ce côté positif, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus le risque de sombrer dans la caricature, du coup? Tintin! Deuxième, et justement, alors, là, l'autre mécanisme de ces scènes, et que je trouve être d'une finesse, impressionnante, c'est que, avant que le juge ne se prononce sur le type de scène, mais une fois que la scène est déjà terminée, tous les participants, donc même ceux qui n'ont pas participé à la scène, peuvent dire, personnage. Voilà, pense que ça a brisé sa confiance avec tel personnage. Imaginons que voilà, comme dans le jeu, le personnage de Thomas est amoureux du personnage d'Adrien. Il vient pendant une scène. Alors attends, le personnage d'Adrien fait du gringue à mon personnage. Ouais. Donc c'est une scène entre toi et moi. Ouais. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Thomas à la fin de la scène peut dire j'ai perdu, je perds confiance. Voilà. Donc je perds un point. Donc il y a déjà ça. Et mieux encore, et là c'est là que ça répond à ta question sur la caricature, ça peut être un truc entre les deux personnages. C'est-à-dire que si toi tu vas essayer de me faire du gringue et faire un truc complètement caricatural, c'est un peu ce qui s'est passé au final avec Thomas. Alors ça correspond à son archétype, je suis tout à fait d'accord. Peut-être. Mais t'es tombé très vite dans le larmoyant, dans l'exagéré du. Alors c'est encore différent. C'est un peu différent. L'exemple que je voulais donner, c'est que si tu me fais du gringue, il respecte aussi le canon du manga là. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Mais si tu me fais du gringue et que ce gringue est un peu, me correspond pas, je vais peut-être me laisser faire parce qu'après tout c'est toujours agréable. Mais en même temps, je vais peut-être justement faire baisser la confiance de mon personnage. Je le dis pour l'avoir vécu. Alors ça s'est pas passé dans cette partie-là, mais je me souviens d'une partie où j'ai décrit mon personnage de manière pas caricaturale, mais j'ai pas fait vraiment d'effort. Et donc l'autre joueur dit mon personnage se laisse faire, mais donc l'intimité augmente, mais notre confiance en souffre. Et ça, je trouve que c'est un mécanisme très 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 subtil. Très fort. Ça c'est très très fort. Ouais. Parce que tu peux pas caricaturer et dès que tu te mets à vouloir parler de ta relation avec l'autre, tu marches sur des œufs. Et puis il y a aussi une relation entre joueurs qui est très intéressante, c'est-à-dire t'es pas dans une relation de séduction par rapport à l'autre joueur, mais presque. Et parfois ça peut tomber quoi. Il faut que l'autre joueur prenne en fait, il faut qu'il y croie. Je me demande s'il n'y a pas un podcast où on parlait déjà d'un mécanisme très proche. Alors on en a parlé dans le podcast sur la sexualité, voilà. Parce que j'avais parlé exactement de ça, parce que Blistage c'est un jeu fabuleux sur la sexualité, mais j'aimerais insister c'est plus sur le désir que sur la sexualité elle-même. Ouais, on va pas décrire d'actes sexuels ni rien. La sexualité n'est qu'évoquée. Ouais. C'est que au final, quand il y a une relation sexuelle entre les personnages, on va pas la décrire. On va décrire le processus qui va y mener. Ouais. Mais on va décrire ce qui va se passer le lendemain matin, les réactions. Et surtout les réactions que ça va avoir sur les autres personnages. C'est quoi. ça.
comment t'as couché avec machin, mais. Alors ça a pas eu lieu pendant la partie, hein, mais ça aurait pu. C'est une truie, comment tu peux faire ça? Non mais tu comprends pas, c'est pas vraiment des sentiments. Je revenais stressé de mission, elle était là, j'avais vu. Et alors, il y avait machin, ou il y avait moi même. Pourquoi tu m'as fait ça? Alors one shot avec des extraits de scénar dedans. Donc moi, par contre, j'ai eu un problème au niveau des scènes de relation, parce que j'ai cru comprendre que les scènes de relation pourraient se faire entre non-pilotes. Oui. Quel est l'intérêt? Alors ça crée de l'histoire. Je suis d'accord. Le seul truc, c'est que quel est l'intérêt d'aller lui attribuer des points, puisque s'il y a aucun pilote, ils ont pas de points, en fait. Alors, ça c'est typiquement, c'est à nouveau de la couleur. C'est-à-dire que ça n'a pas d'intérêt de dire, quoique parfois il y a des personnages secondaires qui prennent une importance énorme. La toute première partie de Bliss Stage que j'ai fait, ça a été ça. Il y a un personnage secondaire et on l'a fait donc des scènes avec lui, et à un moment on s'est dit il va devenir pilote quoi. Il est tellement important, il y a quelqu'un qui va pouvoir le jouer. C'est ça en fait. Je dis pas que alors quand je dis je vois pas l'intérêt, c'est que c'est clair, ça apporte de la couleur. C'est super intéressant, ça permet d'enrichir des personnages. Mais en fin de compte, ce que je trouve dommage, c'est que ces scènes-là n'ont pas vraiment d'impact sur les persos. Si. Ça a d'impact parce que regarde, si il y a deux personnages quand ils vont parler entre eux, a priori instinctivement les joueurs vont les faire parler sur les pilotes et sur ce qu'ils ont fait, parce que les pilotes c'est quand même les stars. Donc on va se retrouver avec des gens qui vont donner et ça permettra d'apporter du jugement sur les pilotes, de dire quand même ce machin c'est un salaud. Je sais bien c'est un super as dans les missions, mais quand même voilà. Tu vois ce que je veux dire. L'autre aspect que je pourrais y voir, c'est que du coup, dans la mesure où ça fait évoluer les personnages secondaires indépendamment des pilotes, ça évite aussi que on prenne un peu le dessus sur ces personnages-là et que ça devienne des pets en quelque sorte. Ça leur donne vraiment une personnalité propre, une vie propre, indépendamment des pilotes, et du coup, ils peuvent peut-être plus facilement aussi nous influencer, nous. Ça peut pas être des objets. Voilà. Des Pokémon, ouais. Alors, le truc, voilà. Ce qui est important à dire, c'est qu'il faut savoir que les scènes de relation, en fait, quand on arrive à ces scènes-là, il faut savoir que tout pilote qui a participé à une mission a le droit de demander une scène de relation. Mais sinon, c'est le meneur qui va en lancer. Donc, je trouve que c'est des scènes qui, en fait, quand t'es pilote, t'as pas vraiment d'intérêt à le faire. C'est le meneur qui lui donne ça. Oui, bien sûr. Quand t'es pilote, t'as intérêt, toi, à faire tes scènes avec ton lien qui a été brisé pendant le combat, avec un lien que tu veux développer, etc. Voilà. Alors justement, vu que le fait que le meneur puisse lancer des scènes d'intensité, est-ce qu'il y a des conseils dans la base pour t'expliquer comment bien lancer les scènes? Est-ce qu'on t'explique essayer de plutôt privilégier tel type de scène de façon à faire vivre de l'histoire? Est-ce qu'il y a des conseils là-dessus sur la base? Alors, ce conseil-là, typiquement, ce conseil-là, exactement, je ne crois pas. Mais il y a alors l'ouvrage, on reviendra là-dessus après, est rempli de conseils. Il y a énormément. Alors moi, donc il a jamais été traduit en français, mais il est très très agréable à lire parce que vraiment Ben Lehman te prend par la main et il dit voilà, on va faire ça. Alors je peux partir sur autre chose, mais est-ce que vous voulez encore dire sur quelque chose à propos Je pense que là, sur les scènes de relation, on a à peu près tout vu. Hein. J'aimerais parler un peu plus de l'ouvrage. J'ai commencé à critiquer un petit peu quand même. Il faut savoir que ce jeu n'a jamais été, comment dirais-je, terminé formellement. Dans le sens où, il n'a jamais été publié en dur. C'est-à-dire que vous pouvez, chers auditeurs, le trouver en PDF sur internet, sur le site de Ben Lehman qui s'appelle Tao Games. These are our games. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu sur lequel vous déterminez le prix. C'est-à-dire si vous voulez donner 0, il vous envoie le PDF comme ça. Si vous voulez mettre $250, il sera super content, mais il vous enverra aussi le PDF. Toujours est-il que donc le jeu n'a jamais été publié et on sent que il y a certains points de règle ou certains éléments qui sont un peu flottants, brinque-ballants. Ouais, j'ai envie de dire qu'on a l'habitude. Hein. Ah ouais? C'est-à-dire que c'est pas dans les jeux de Ben Lehman, mais nous, en France, les jeux de rôle qu'on a en général, il y a pas mal de choses qui sont laissées à l'appréciation du maître de jeu quand même. Ah oui, exact. On a l'habitude de voir avec des systèmes qui sont incomplets. C'est vrai que moi, je parle depuis le principe de. Ok, je parle depuis le principe de la forge, mais depuis les jeux forgiens ou. Et moi le premier, dans le sens, j'explique pas toutes les règles. Je dis le MJ. Voilà, donc le MJ. Ouais, ok. Moi, je parle depuis les jeux forgiens ou Prosopopée. Prosopopée parle quand même vachement des. Alors, ouais, mais il y a quand même quelques règles qui sont écrites
mais qui sont flous parce qu'on sait pas. C'est ça. Je pense par exemple, comment il s'appelait déjà, le flashback. Il y a une règle où quand on a vraiment raté un jet de dés, on peut faire un flashback, mais c'est pas très clair quel est son intérêt. Et puis c'est pas très pratique. C'est pas pratique. Oh là là, et faire tout ça pour ça, bon. Donc il y a ce côté, enfin, il y a un certain nombre de choses où ça flotte et il faut avoir un peu une petite expérience du jeu pour. Il y a des trucs que je vous ai pas montré aussi parce que moi le jeu ça fait un moment que j'y joue et je l'adore vraiment. Mais il y a plein de trucs où tu fais bon, il y a une ou deux fautes de typo aussi, mais c'est pas très grave. Ça c'est rien ça. Oui, mais quand ça te permet, quand tu sais pas trop comment fonctionne la règle, il y a des moments où t'es un peu, t'es un peu mal à l'aise. Donc voilà, ce jeu est super, mais les deux premières parties, vous venez en parler sur Silent Drift si vous avez des doutes. Moi, j'aide volontiers à mieux comprendre le jeu, mais il y a ce truc-là que je trouve un peu dommage. Alors parce que sinon, de la part des joueurs qui n'ont pas lu le livre, ce jeu est énorme. Enfin, franchement. Il est génial. Enfin, moi, juste en milieu de partie, je me suis dit bon bah là, dès que c'est fini, je vais acheter le PDF quoi, direct. Ok. Mais là, tu vois, justement, Adrien, Fabien, il vient de dire un truc qui est assez bien, c'est jusqu'où est-ce que le jeu est énorme parce que le jeu en PDF est énorme, et jusqu'où est-ce que c'est l'expérience de Fabien en tant qu'animateur de la partie, est-ce qu'il a été finalement animateur de la partie, jusqu'où cette expérience-là a joué sur votre plaisir de jeu aussi. C'est vraiment un très bon jeu quand même. Oui, alors l'interprétation qu'en a fait Fabien. En fait, c'est pas un MJ qui va se mettre à parler tout le long de la partie. On a beaucoup construit juste entre joueurs. La création du monde, elle est comme sur des roulettes. L'interprétation il a dit animateur, il n'est pas en tant qu'animateur, pardon. En tant qu'animateur, il n'était pas omniprésent. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Oui, en tant qu'animateur, il n'était pas omniprésent. Du coup, ses explications de règles ont été suffisamment claires. Le jeu en soi, avec ces règles-là, se suffit. Par exemple, ce qu'on a dit de la règle du flashback, typiquement, c'est une règle que je déconseille d'utiliser. Mais ça se voit à la lecture. Ouais, c'est ça. Mais il y a pas mal de machins comme ça où tu fais oui, ma foi. Mais en soi, ouais, c'était. Moi, je me sens de le maîtriser directement, enfin, d'animer une partie directement. Il y a pas de problème. Hein. Sans le lire, là, j'ai toutes les clés. Et alors. Donc en fait, Fabien, t'as pas fait quand même trop de sélection de règles dans le PDF. C'est-à-dire, t'as pas choisi quelle règle. Donc il y a un certain nombre de choses. L'histoire de flashback, ça me fait un peu peur là. Le flashback, c'est un paragraphe. Ouais, c'est vraiment juste un tout petit paragraphe. C'est que chi, hein. Donc. Mais si tu veux, il y a un certain nombre de choses où je sais comment ça marche. Par exemple, on précisait le fait que tout à l'heure, il faut faire gaffe de pas posséder un personnage qui a une relation avec un autre de tes personnages. Ça, c'est pas précisé. Ça, c'est pas précisé. C'est un truc que j'ai fini par découvrir dans ma première partie. Hein. Donc effectivement, il faut sans doute être une première partie quand on connaît pas du tout, au moins pour se roder, voir les trucs à corriger, mais avec la solution qui vient immédiatement a priori. Voilà. Et donc il y a des choses qui sont de l'ordre du bon sens, c'est-à-dire qu'il faut pas attendre des règles de te fournir la réponse, il faut faire appel un peu à son bon sens, ce qui est comme disait Romaric, c'est pas. Je vais taxer le micro d'Emmanuel maintenant. Ouais, il fait le tour de la table, ça fait le troisième micro qui squatte. Donc, et du coup, pourquoi est-ce qu'il propose sur son site un jeu qui est incomplet? Moi, en tant que créateur de jeu, alors il faut savoir que Ben Lehman, c'est le mec qui a fait Polaris aussi. Hein, donc il a un respect absolu pour ça. Il a plus besoin de faire la moindre pub. Hein, je fais l'avocat du diable. Moi, je peux. Alors, je suis en train de terminer Monostatos. Et en tant que créateur de jeu, je peux comprendre qu'il y a un moment où tu te dises, mon jeu est bien, mais je l'assume pas suffisamment pour pouvoir le publier parce que je me dis, j'ai pas envie d'aller, peut-être parce que j'ai pas envie d'aller jusqu'au processus de publication et de raffinage du jeu jusqu'au bout, qui est aussi une partie du processus de création qui est assez fastidieux, qui demande des efforts. Et donc la solution de dire je le mets en PDF sur mon site, les gens donnent ce qu'ils veulent, s'ils trouvent que c'est bien, sinon pas. Ça peut être une bonne solution à mi-chemin entre la publication et le fait de dire non, je mets rien. Est-ce que moi du coup, ce que je suis curieux parce que je pense que je vais l'acheter, mais est-ce qu'il y a des informations comme quoi si jamais il sort, si jamais il est édité, il l'éditera pas. Il l'éditera pas du tout. C'est dommage. Il le publiera. Le jeu est, comme dit, il est quasiment fini, mais c'est ce quasiment qui, après, il est très agréable à jouer. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu m'as fait la remarque, Romaric, je me rends compte que c'est vraiment un truc que je dis parce que je suis fan de jeux forgés indépendants, tout ça, et que c'est des jeux qui sont,
qui disent vraiment ce qui doit se passer entre les joueurs à fond. Donc il y a pas de normalement il y a pas de travail d'autre que simplement appliquer les règles. Là il y a un petit travail d'interprétation des règles qui existe quand même. Ok, d'accord. Et l'autre Vas-y, Fabien. Ah, je me qui parle tout le temps. Tu voulais préciser quelque chose, vas-y. Un jour, on fera un podcast et c'est que Emmanuel qui nous parlera. Justement, parce que je voulais faire un tour parce que Fabien, toi, tu aimes ce jeu. Un jour, faudra vous bâillonner. Ça va être dur. Hein. Adrien aime beaucoup. Emmanuel, t'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer aussi. Tu serais prêt à refaire une partie? Maîtriser? Oui, sans aucun problème. Et toi, Thomas? Alors, moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé le jeu. C'est clair. il a kiffé. Malheureusement, j'ai trouvé que sur 50% du temps, je me suis fait chier. C'est-à-dire que il y avait des scènes de combat et des scènes de relation. J'ai trouvé que les scènes de combat avaient pas beaucoup d'intensité. Alors que les scènes de relation, mais qu'est-ce qu'elles sont bien. Moi, je me suis éclaté à mort. Les scènes de relation, c'était les meilleures scènes. Et je trouve que les scènes de combat, ça manque de saveur. Mais ça, c'est mon avis de jeu, parce que je crois qu'Adrien, toi, les scènes de combat, tu les as beaucoup aimées. Moi, je les ai beaucoup aimées, les scènes de combat. Mais je pense qu'en fait, on les a peut-être fait un peu trop longues. On peut faire une description très riche et un peu plus courte. Je sais pas comment Ben Lehman le joue, en fait. Je sais pas du tout, mais bon, je pense que tout le monde peut y trouver son compte, hein. Il s'agit de... Moi, je suis assez d'accord sur une des faiblesses du jeu, c'est que moi ces scènes m'intéressent pas tellement. Aussi parce que c'est mon côté midinette. Je préfère infiniment les scènes de relation aux scènes de midinette power. Thomas, high five. Et donc, attends, pardon, j'aimerais bien rendre la parole à Emmanuel parce que je l'ai un peu coupé brutalement. Désolé. Non, il n'y a pas de problème. Alors, justement, je vais quand même rebondir là-dessus. Alors, j'ai remarqué déjà que les scènes de combat, on les a raccourcies au fur et à mesure. Donc, effectivement, la première était très longue. Ceci dit, moi, sur les scènes de combat, donc j'ai beaucoup aimé le fait qu'on rebondisse à deux et que donc ça permet aussi à la fois de visualiser son truc et puis en plus de l'enrichir de la vision de l'autre. J'ai presque un peu regretté que le système permette pas, justement, je l'ai mentionné à un moment, de faire intervenir d'autres pilotes parce que ça pourrait aussi faire des interactions intéressantes au niveau du combat je le propulse vers toi, tu lui arraches un bras et puis tu me lances son arme, enfin ce genre de choses. Ça, on peut toujours les faire intervenir, mais de façon à travers les yeux, soit du pilote, soit de l'encre. Alors ça reste effectivement, c'est pas le joueur qui vient le décrire, mais moi je trouve que c'est une remarque super forte que fait Emmanuel. Moi je sais que dans les scènes de combat, je me suis ennuyé parce que ce qui m'a beaucoup frustré, c'est que j'avais jamais possibilité d'interagir si c'est pas mon personnage qui jouait. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est super fort ce que dit Emmanuel, et parce qu'en fait, je suis en train de penser en ce moment à la possibilité de faire un jeu de rôle qui reprendrait la structure générale de Bliss Stage, donc l'alternance scène de combat, scène d'action et scène de relation. Mais en enlevant tous les trucs que j'aime pas dans Bliss Stage et en gardant que les trucs que je trouve trop cool. Ouais, ça va être bien ça. Et je pense que effectivement, pour que les scènes de combat soient intéressantes, ce serait cool. Je parviens pas à me l'expliquer théoriquement, mais je le sais empiriquement, qu'on puisse dire tiens, je t'aide et en t'aidant, je me mets en danger ou je renonce à tel truc. Donc il y a vraiment un choix moral, éthique fort à t'aider toi et que ensuite les personnages durant la scène de relation puissent discuter. Comment tu l'as aidé, ce salaud, après ce qu'il t'a fait. Ouais, mais tu comprends, je l'aime. Alors, tu vois. Non, puis je sais pas si vous en rendez compte, mais quelque part, c'est un des premiers systèmes, c'est le premier système de combat que je vois où on est vraiment là pour le coup en roleplay pendant le combat. Moi, d'habitude, ça me gonfle. Les règles l'imposent. Hein. Et là, qu'est-ce que t'appelles roleplay? En fait, c'est pas je prends mon arme à +3 et puis je le tape dessus et ça défonce son armure à +4. C'est vraiment on le vit et c'est pas pour rien que Tom sautait partout et a meuté tous les voisins. Parce que j'ai l'habitude de sauter partout. Il gambadait dans le jardin. Mais effectivement, c'est le système de combat le plus imaginatif et le plus alors après voilà, il y a quand même un moment où on lance les dés et où on passe un certain temps à décider comment on répartit les dés. Mais cette enchère, elle est intéressante en soi. Elle est intéressante, mais je crois que Romaric a quelque chose à dire. Alors, qui va le côté Dogs in the Vineyard en fait. C'est ça. Alors, qu'est-ce que t'appelles Dogs, alors excuse-moi. Ouais. Depuis Dogs, Fabien, ce que ressent Emmanuel, moi je le ressens quasiment systématiquement dans les jeux de rôle. Mais quoi parce que dans Dogs, le côté y a plein de en fait, si tu veux, t'es plus à faire uniquement des comparaisons de chiffres ou ce genre de choses, mais vraiment quand tu avances
un argument, c'est-à-dire que ce soit lancer un dé ou avancer un dé devant l'autre ou donner des jetons ou machin. En plus, c'est accompagné d'une scène de roleplay, donc ça fait. Moi, je comprends très bien ce que Emmanuel appelle le roleplay en fait. Ça fait partie du package conceptuel du Romaric. Et donc, si tu veux, moi, c'est ce que je comprends, c'est que dans les jeux de rôle genre Warhammer ou AD&D ou même Shadowrun, tu peux totalement te passer de roleplay, de description en fait. Tu peux dire juste je tape, j'esquive, je hack tel truc. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, il y a vraiment une espèce d'enjeu. Je suis pas convaincu là. Enfin, je suis pas tout à fait convaincu, mais j'aimerais développer un peu. Non, mais je suis d'accord que roleplay, c'est peut-être pas le bon mot, le bon terme. D'accord. En fait, l'aspect qui est intéressant ici, je pense, c'est le point de vue. Le fait qu'on soit la première personne, que ce soit dit dans les règles, ça donne une immersion forte dans le combat. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a, alors, enfin, c'est peut-être pas ce que tu voulais, mais ce que vous voulez dire, Romaric et Emmanuel, c'est qu'il y a une complexité plus forte, c'est ça? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a des enjeux derrière les gestes qu'on a? Une implication tout simplement plus forte. Là, Fabien, tu marques un point essentiel dans la discussion, c'est ça. Il y a un côté dramatique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que quand tu dis je tape, j'esquive, il y a un côté super plat. On reste au niveau des faits. Alors que lorsque tu commences à dire je le frappe en dépit de tout, etc. Je le frappe avec ma relation, avec l'énergie que me donne machin. Avec l'énergie du désespoir. Avec l'amour de trucs. C'est beaucoup plus intense, en fait. Je sais pas comment le dire. Et c'est ça qu'on appelle le roleplay. En fait, qu'on appelle ici le roleplay, parce qu'il y a un milliard de définitions. On appelle le roleplay, en fait. C'est le fait que tu te dire je frappe. C'est en fait vivre à fond son personnage dans toutes les situations. Et par exemple, si je dis je le frappe, bah là je suis sûr que Emmanuel va dire ah ouais, ça c'est mais plus tu peux le roleplay, faire. même si je dis exactement la même chose. Mais c'est pas gratuit. C'est-à-dire que le système t'y pousse en disant ton arme, c'est ton amour pour machin. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, le système invite les joueurs à. Et alors, il y a le truc, le truc aussi, c'est que enfin, il y a un enjeu dans le sens où la perte que je risque dans un combat, c'est pas la perte de me faire blesser, qui finalement est pas si importante. C'est la perte que, peut-être que machin va plus m'aimer. Et ça, c'est terrible. Donc je me bats pour les gens que j'aime, je me bats pour qu'ils continuent à me respecter. Et comme on parle de relations et de relations psychologiques, d'un seul coup, ça prend une force qui est beaucoup plus grande. Emmanuel, imagine le système Dagon avec avec des combats de ce style-là. J'en rêve. J'en rêve. Non, effectivement, ça donne une toute autre dimension. Mais ça, il y a plein de jeux comme ça. Moi, j'en ai des kilomètres là, juste à côté de moi. Oui, mais vous parlez à la joueuse de jeux de rôle traditionnels. D'où mon manque de vocabulaire adapté à la situation. Le plaisir de la découverte. Mais tu sais que beaucoup de techniques, finalement, de maître de jeu sur des jeux de rôle traditionnels vise à essayer de compenser ce manque d'intensité dramatique dans des ici techniques. c'est apporté par les règles, ça c'est important. Oui, c'est pas c'est vraiment les règles ni le joueur, c'est l'auteur qui l'apporte. Absolument. L'importance de l'auteur dans la Qu'est-ce qui est bien fait ce jeu? C'est un jeu de Ben Lehman. Emmanuel, t'avais d'autres critiques positives à faire au jeu? Ou négatives. Viens. Mind reading. Bravo, c'est bien, ils sont fiers. Ils sont en train de se transformer en une espèce d'énorme cerveau tentaculaire. Moi, ça me fait flipper. Et eux, ils sont heureux. Non. On a découvert qui était Cosmo et Rebirth. C'est affreux physicaliste d'Adrien, jamais. C'est la complémentarité, c'est bien. Non, alors presque une critique négative, mais là qui vient plus du de la façon de jouer. Moi, j'ai très très peur, effectivement, ça a déjà été mentionné, de tomber dans la caricature, en fait. J'ai eu un peu cette sensation des moments sur le côté relation amoureuse. Alors, encore une fois, c'est la première fois que je joue un jeu de rôle où on me demande de mettre un peu de la relation amoureuse. Je suis pas forcément très à l'aise avec ça. Ouais, c'est vrai que c'est un cap à franchir. Ouais. Et surtout que la couleur manga est là, mais elle est grâce à Thomas notamment. Ça pourrait rester aussi quelque chose de, même si on rigole beaucoup, qu'il y a des actions d'éclat, ça pourrait rester sur une ambiance sombre sans forcément sombrer dans les petites filles à couette et à jupe plissée. Oh, on n'avait pas ça non plus. On n'est pas arrivé jusque là. Moi je trouvais que plutôt que au lieu de faire de la grosse caricature, moi j'ai trouvé que j'ai eu un personnage moi j'ai trouvé humain. Moi ce que je trouve Enfin, ouais, vas-y. J'ai une question à poser. Évangélion, pour toi, Emmanuel, c'est comment à ce niveau-là? Alors, ça fait très 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 longtemps que je suis pas tombée dessus. C'est mieux ou c'est moins bien? C'est sombre aussi. C'est pareil. Le côté méca me gêne un peu aussi. Et,
Dans Evangelion ou ici? Non, dans Evangelion aussi. D'accord. Mais ouais, après c'est vrai qu'on s'attaque à c'est un peu gênant parce que je peux pas le reprocher au jeu, je peux pas le reprocher aux autres joueurs, c'est aussi mes goûts personnels à moi. Mais je pense que j'ai trouvé mon compte dans ce jeu-là quand même. Il y a un truc qui est particulier aussi dans Blistage, c'est que c'est un jeu qui est sombre naturellement. Oui. Mais si qu'on n'a peut-être pas assez mis en valeur parce que mine de rien alors ce serait venu avec le temps. Hein. Il y a un moment aussi où effectivement on a joué un interlude avec une rupture entre deux personnages. Et donc tu as dit c'est une scène qui est dure, qui est difficile, donc il faut pas que le juge hésite à l'interrompre plus tôt. Et moi j'aurais presque envie de voir plus de relations de ce type-là et plus de déchirures, plus de trucs forts du fait que, parce que mine de rien, le fait qu'on ait des personnages qui soient sur le point de mourir, de mourir entre guillemets, c'est quelque chose qui est pas tellement apparu dans les relations entre les personnages. Je trouve qu'on l'a allégé. C'est un truc qui vient avec le temps quand même. Effectivement, parce qu'au final, les relations au début, vu qu'on les a créées ex nihilo, il faut d'abord faire le début, c'est-à-dire trouver un petit peu sur quoi on va se discuter avant, je pense, de pouvoir aborder les problématiques autres. Il faut d'abord avoir une base sur laquelle construire les problématiques. C'est vrai que là, première, on a mis de la chair sur les personnages, quoi. C'est ça, ouais. Je vois ce que là, vous c'est vrai dire. que c'est là qu'on se perçoit que le jeu a quand même un gros plus intéressant dès qu'on a plusieurs scénarios, parce qu'on a beaucoup plus de profondeur dans les persos, alors qu'au début, c'est vraiment ça, se mettre de la chair, c'est commencer à le dessiner, faire un contour. Ouais. D'ailleurs, c'est un truc qu'à partir du moment où on a fait systématiquement, c'est que dès qu'on faisait une rencontre, enfin une scène entre deux personnages, et qu'il y avait un des personnages qui n'était pas encore intervenu dans ce genre de scène, on discutait juste avant pour voir quelle était l'a priori de cette relation. Alors oui, tel personnage, en fait, il voit ce PNJ-là comme quelqu'un qui peut se confier, mais il a de la jalousie pour la relation que ce PNJ avec quelqu'un d'autre. C'était même assez puissant parce qu'à un moment, Thomas faisait une scène avec Emmanuel. Oui, c'est ça, avec l'encre. En fait, voilà. Jouer l'encre. Et Thomas a dit, en fait, mon encre, donc le personnage d'Emmanuel, est secrètement amoureux de mon pilote. Lequel pilote était amoureux du personnage d'Adrien, enfin du pilote d'Adrien. Enfin bon. Et du coup, ce genre de détails, c'est ce qui donne un début de chair autour duquel construire. Et en fait, je pense qu'il faut construire au fur et à mesure ces relations. On peut pas faire des relations réelles dès le début à partir de personnages abstraits. Si la caricature peut exister au début, parce que justement les personnages n'existent pas vraiment, elle finit rapidement par tomber parce que regarde, il y a des personnages qui ont 17 ans, donc dans moins d'un an, ils vont tomber dans le bliss. Il y a des personnages qui peuvent mourir, qui peuvent devenir fous. Il y a des règles aussi qui prévoient que quand un personnage masculin et un personnage féminin ont des relations sexuelles, le joueur ou la joueuse qui contrôle le personnage féminin peut décider que le personnage tombe enceinte. Donc il y a aussi une dimension qui est puissante comme ça. Donc quand on joue au bout d'un moment, la caricature, je crois qu'elle est plus possible. Ou alors on joue avec des gens qui, pas vraiment. Si on joue en jeu apéro 10 minutes par jour. Mais Blistage, Blistage, ça s'y prête pas, quoi. Pardon, vas-y, tu vois. Non, effectivement, je pense que toutes ces dimensions, faut arriver à les garder à l'esprit. Et quelque part, on joue pas des enfants, quoi. Ouais. On joue des personnes qui risquent leur vie, qui savent qu'elles ont un avenir à très 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 court terme et qui en plus peuvent s'en prendre plein la gueule. Mais c'est pour ça que du coup, moi, je m'interroge un peu sur le bon raisonnement de dire sur ces 13 personnes il y a 10 relations amoureuses voire sexuelles. Non, c'est pas le cas. Non, mais c'est tout à fait le cas là, c'est quelque chose qui s'est multiplié assez vite et ça m'a un peu gêné en fait. 3-4 relations amoureuses. Oui, mais mon personnage avait éventuellement 3 personnages avec qui il avait ce genre de relation, mais parce que c'était le coureur de jupons. Voilà. Le personnage de moi je regarde mon personnage, il en avait qu'un seul. Il y avait 2 personnes qui a priori avaient des sentiments pour lui. Voilà. Et le tien le mien finalement une rupture exact. C'était intéressant aussi, c'était une ex relation qui s'était mal terminée mais qui du coup c'est presque plus intéressant quand la relation s'est effondrée et s'est mal terminée parce que ça donne du jeu dramatique et puis qu'ils ont quelque chose sur lequel voilà. Moi j'aimerais ajouter une critique au jeu.
personnel qui est aussi une critique du fait d'avoir joué longtemps, plusieurs fois au jeu. Je pense que c'est un jeu dans lequel, décidément, il faut aimer les relations comme ça. Il faut pas avoir peur de prendre son temps. Et j'ai eu des parties qui étaient pas très agréables avec des gens qui avaient, je pense pas, enfin, qui sont pas tellement amusés. Alors que c'est un jeu qui est excellent parce que justement, on s'était pas mis d'accord sur le fait que le jeu va parler à nouveau avant tout de relations. Et c'est vrai qu'il y a un danger à dire c'est un jeu dans lequel on joue des combats avec des mechas parce que les gens peuvent se représenter des choses que le jeu n'apporte pas ou l'apporte à moitié. Voilà, à moitié, c'est ça. Non, c'est clair que là-dessus, moi, je me souviens que quand j'avais lu une description de Blistage, parce que j'avais entendu parler sur Internet, c'était surtout mis en avant le système de combat. Heureusement, on allait parler comme quoi il y avait une histoire de relation. Mais c'est clair que quand tu vois le système, quand tu nous as présenté le jeu, de suite, on voit bien que le but, quand même, c'est les relations premières. Et c'est pour ça que c'est fort. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est que les relations, c'est, je trouve, le truc le plus abouti du jeu. C'est simple, hein. Sur ma feuille de perso, j'ai 4 cm où j'ai écrit mon nom et 3 chiffres. Et puis ensuite, j'ai la moitié de la page où j'ai mes relations. Donc là, on peut pas passer à côté, en fait. Hein. Romaric, tu voulais dire quelque chose? Est-ce que c'est pas un jeu qui exige d'avoir une certaine maturité sur les relations sociales avec les autres? Oui. C'est-à-dire, genre, est-ce que tu peux y jouer à 15 ou 16 ans? C'est ce que tu voulais dire, Emmanuel, je crois. C'était un petit peu, t'as tourné autour du pot, mais en gros, ce que tu voulais dire, c'est que c'est pas un jeu pour les gosses, quoi. Je pense que oui. En gros, t'as 17 ans, t'es censé pouvoir jouer des gosses de 17 ans qui se battent et qui font les pilotes. Pas du tout dans Blistage, en fait. C'est vraiment un jeu pour les trentenaires qu'on bourlingué. Ah, peut-être pas trentenaire. Quelqu'un de 17 ans qui a une expérience des relations. Immature, en fait. Ouais. Moi, j'ai pas 30 ans, hein, je tiens à le Parce dire. que je voulais dire, Emmanuel. Moi, j'ai 30 ans et je suis immature. Non, mais c'est ça que tu veux dire, Fabien, finalement. Non, enfin, pas uniquement. J'aime pas trop. Alors d'accord, ok. Tout ce que tu voulais dire, c'est attention. Un jeu si vous, mais c'est pas C'est pas de l'élitisme. Hein. Il faut un certain recul. En fait, c'est comme de dire tout, que Silent Hill en jeu vidéo, c'est élitiste de le mettre interdit au moins de 18. C'est juste de dire que les gens qui ont moins de 18 ans, par exemple, ne prendront pas leur pied à Blistage, parce que le but, c'est justement faut avoir un peu connu les relations sociales pour pouvoir y jouer. C'est ça, ouais. En fait, quelqu'un qui a jamais connu une relation amoureuse va sûrement le jouer en cliché. Je sais pas, je me suis jamais posé la question en fait. C'est la première fois que je me demande. Moi c'est pareil, je pense pas que l'âge est vraiment à voir. Je pense que ça dépend des personnes. C'est pas l'âge, c'est une certaine maturité, une certaine expérience. Parce que j'ai joué avec des gens qui étaient bien plus vieux que moi et enfin, bon. Mais bon, voilà, c'est sur lesquels leur relation était caricaturale. C'est pas tellement qu'il faut connaître une relation amoureuse ou pas, mais c'est qu'il faut en avoir eu dans son entourage ou avoir connu des relations un peu similaires avec des gens. C'est ça, c'est tout simplement avoir vécu, quoi. Enfin, moi, je pense que là, vu tout ce que vous présentez du jeu, c'est clair qu'à mon avis, c'est pas un jeu qui est fait pour des ados, des 15 nerds, j'allais dire. Ça veut rien dire du tout, les 15 nerds. Il y a un nouveau mot inventé par 15 nerds ou des 15 nerds. Des 15 nerds. Les 15 nerds, c'est la crise de la 15 nerds, c'est ce qu'on appelle l'adolescence, tout normalement. Attention, hein. Je veux dire, la personne qui vient de parler, il donne des cours à des élèves, hein, à des enfants. Attention. Et maintenant, il roule par terre, mort de rire. Je sais pas, Romaric. Je me suis jamais posé la question. Tu crois pas, vieux débat, tu crois pas qu'il faudrait parfois mettre des âges sur les jeux de rôle comme ça? Moi, j'ai envie de dire, enfin bon, je pense que c'est un débat stérile. Alors, putain, moi je me suis posé la question en tant qu'auteur. Sur 100, je me suis clairement posé la question. Ouais. Alors j'ai vu des gosses de 15 ans, ils jouaient très très bien. Je l'ai vu ça. Moi j'ai vu des gens, un gamin de zombie cinéma me bluffer et jouer très très bien. Alors on est complètement d'accord. Un gamin de 11 ans jouer à zombie cinéma. Mais bon, quelque part tu vois une mère de famille qui rentre dans un magasin de jeux de rôle, elle demande sens pour un gamin qui a 12 ans. Moi j'ai quelqu'un dans ma famille très proche. Qui, à tout point de vue, est quelqu'un qui j'aime beaucoup, mais qui est très bourgeois, très bien mis, politiquement correct, donc qui fait pas très rôliste, quoi. Ouais. Et j'ai fait du jeu de rôle avec ses enfants. Donc, elle a vu la partie. Alors, c'était du jeu de rôle avec ses enfants, mais c'était quand même du jeu de rôle. Alors, évidemment, c'était pas du Blistage, non, ça non. Mais du prosopopée, quoi. Pardon ? C'était du prosopopée, non ? Alors, j'ai aussi eu des parties de prosopopée comme ça. C'est pas ça que je pense, mais toujours est-il que
elle a vu ce qui se passait et disait c'est cool, vous mettez en avant les relations sociales, c'est vachement intéressant. Elle a vu que ça pouvait être elle a vu que effectivement ça pouvait être engageant et qu'on pouvait atteindre des moments où ce serait un peu difficile pour les gens, mais elle le comprenait au même titre que de manière très intelligente, elle le comprenait au même titre que oui, il y a des films, il y a des livres, et ça on le répète pas assez. Les gens qui disent oh là là c'est terrible, tel jeu de rôle, ça parle de trucs super durs. Oui d'accord, mais tu sais la littérature, le cinéma parle de trucs super durs. Et elle le comprenait bien comme ça, donc ça passait. Là le débat est un peu en train de dévier, j'ai l'impression. Ouais. Mais non, mais c'est intéressant pour les auteurs de jeux de rôle. Moi je trouve, moi je me suis posé la question en tant qu'auteur. Moi j'ai envie de dire qu'il faut faire. Le but de One Shot, c'est aussi de faire des digressions comme ça. Il faut faire. Oui, non, bien sûr. Il vaut mieux faire un texte dans My Life with Master. Dans My Life with Master, il y a un paragraphe au début qui dit attention, ce jeu vous mène vers des endroits de votre personnalité ou des thèmes qui peuvent ne pas être faciles. Donc jouez-y avec des gens avec lesquels vous êtes à l'aise. Oui, voilà. Je crois que c'est pas dit dans. Donc plutôt que de mettre un avertissement, un truc arbitraire. Mais tu sais que les théoriciens, alors issus de The Forge, ils ont beaucoup. Je crois que c'est Meg Baker, il me semble, qui a développé sur son blog un concept qui est super important, qui dit un jeu de rôle peut être de deux types, il peut être soit l'un soit l'autre. Il peut être soit personne ne sera blessé, c'est la plupart des jeux de rôle, c'est-à-dire on va pas aborder des thèmes qui seront difficiles, point. Donc on va aborder, on va parler de chasse au trésor, d'aventure, pas des thèmes difficiles. Et l'autre c'est je ne t'abandonnerai point, c'est-à-dire si on va sur des zones qui sont difficiles, je resterai engagé à tes côtés. Si ça te met dans une situation difficile, je me moquerai pas de toi. Je serai pas je titillerai pas les endroits qui te font mal volontairement. Et on est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire, c'est dans le contrat social à la base. Il y a plein, un jeu comme ça. Alors Blistage, c'est pas dit explicitement, mais il y a plein de jeux comme ça, les cordes sensibles, Breaking the Ice. Il y a plein de jeux qui fonctionnent implicitement là-dessus. La force de Meg Baker, c'est de l'avoir explicité. Et il y a d'autres jeux qui ensuite reprennent ça. Par exemple, j'ai The Dreaming Crucible là sous les mains de Joel Schampert, dans lequel il dit explicitement, c'est un jeu dans lequel je ne t'abandonnerai pas. D'accord, ok. C'est une belle distinction. Je trouve que c'est une belle conclusion. Donc en tout cas, je pense que Blistage, ça a plu à tout le monde. Vous devez le tester. Donc allez sur le site de Ben N'hésitez Lehman. pas, ouais. Achetez-le. Si possible, soyez sympa, quoi. Donnez quand même quelques euros. Prenez pas gratuit. 10-25 euros, ce serait. N'abandonnez pas cool. Ben Lehman. Exactement. Ouais. Il faut qu'ils puissent produire d'autres super jeux comme ça. Et puis on vous dit à une prochaine, un prochain podcast, un prochain dans une semaine, c'est ça? Ciao. Toutes les semaines, ça va pas changer. C'est terrible. Et Romaric, il avait pas dit qu'il passerait ça tous les jours bientôt? Toutes les heures. Si, toutes les heures, qu'on allait faire un streaming en permanence où vous allez entendre la belle voix du baron. Mais bien sûr. Romaric enchaîné à un mur avec un micro. Elle met le podcast dans le papier d'alu. C'est ça. Allez, ciao. Au revoir Marmotte. Allez, au revoir. Salut.